Chaque année, des centaines de personnes disparaissent dans les parcs nationaux américains. La plupart sont retrouvées vivantes ou mortes. Mais certains cas défient toute logique. Des personnes s'évanouissent dans la nature, ne laissant derrière elles que quelques effets personnels éparpillés et des questions sans réponse. Septembre 2006, Parc national olympique. Un jeune couple disparaît de sa tente pendant la nuit. Leurs vêtements sont retrouvés enroulés autour d'un arbre à 5 km du campement. Mai 2009, Arches. Un ingénieur de Denver se rend à pied à l'arche touristique et ne revient jamais. Ses effets personnels sont retrouvés à 3 endroits différents où il n'aurait physiquement pas pu se trouver. Juillet 2012, Shenandoah. Un homme se rend à la rivière pour se laver le visage pendant 15 minutes. Une heure plus tard, sa chemise a été retrouvée accrochée à une branche en amont, mais son corps est introuvable dans les eaux calmes. 3 histoires, 3 parcs nationaux. 3 disparitions ont contraint le service des parcs à classer les documents et à modifier les protocoles de recherche. Ce que vous allez entendre ne s'est jamais officiellement produit. Dans la nuit du 19 septembre 2006, quelque chose a emporté 2 jeunes gens de leur campement dans le parc national olympique. 3 jours plus tard, leurs effets personnels ont été retrouvés à 3,5 km du campement, enroulés autour d'un pin à 2 mètres du sol, dans une zone que les chercheurs avaient déjà fouillée 2 fois. Ce qui s'est passé ensuite a incité le service des parcs à classer les dossiers pendant 20 ans. Alex Winter travaillait comme mécanicien dans un garage automobile à Portland. Karen Mills était infirmière dans une clinique locale. C'était des gens ordinaires qui se fréquentaient depuis 2 ans et qui prévoyaient de se marier au printemps suivant. Le 18 septembre, ils se sont inscrits au parc national olympique pour un séjour de 2 jours en camping au lac Ozay. Le gardien Daniel Crawford se souvient encore de leur inscription. Le jeune couple, souriant et portant des sacs à dos, lui a demandé quels étaient les meilleurs endroits pour se garer. Il les a dirigés vers la rive nord du lac, où se trouvaient plusieurs emplacements équipés. Ils ont été vus vivants pour la dernière fois vers 19 h le même jour. Une famille de Tacoma, qui campait sur un emplacement voisin, a déclaré aux enquêteurs que le couple était assis près du feu et discutait tranquillement. La femme préparait à manger dans un bol en métal. L'homme empilait du bois de chauffage. Une scène courante dans n'importe quel camping. Le matin du 19 septembre, les voisins n'ont entendu aucun bruit provenant de leur campement. À midi, l'absence de signes de vie a commencé à les inquiéter. Lorsqu'ils se sont approchés, la scène leur a semblé étrange. La tente était intacte et la fermeture éclair de l'entrée était de fermer. À l'intérieur, les sacs de couchage étaient froissés, comme si quelqu'un s'était levé brusquement. Les sacs à dos étaient morts toujours là, ainsi que les documents, l'argent et les provisions alimentaires. Tout était là. Ils auraient dû avoir des chaussures aux pieds, mais leurs bottes étaient soigneusement rangées à l'entrée de la tente. Le feu était complètement éteint. Les cendres étaient froides, indiquant que le feu s'était éteint plusieurs heures auparavant. Un bol en métal contenant le dîner non consommé était posé sur une table pliante. La nourriture qu'il contenait était fraîche et ne présentait aucun signe d'avoir été touchée par des animaux. La famille de Tacoma a immédiatement prévenu le garde forestier. À 3 heures de l'après-midi, une opération de recherche officielle avait commencé. Les recherches initiales ont couvert un rayon de 2 km autour du campement. 12 gardes forestiers et bénévoles ont ratissé les rives du lac, les sentiers et les zones densément boisées. Aucune trace n'a été trouvée. Le sol était assez meuble après les récentes pluies, mais aucune empreinte de pied nus
ni aucun signe de lutte n'ont été trouvés. Le deuxième jour, les recherches ont été étendues à 5 km. Des chiens pisteurs du bureau du district ont été amenés sur place. Les chiens ont suivi la piste depuis la tente, mais l'ont perdue après une centaine de mètres en direction de la forêt plus dense. Plus rien. C'était comme si les gens s'étaient simplement évaporés. Le responsable des opérations de recherche, le garde forestier Michael Thorns, a admis plus tard qu'il n'avait jamais rien vu de tel en 15 ans de carrière. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces dans un espace clos, en abandonnant toutes leurs affaires. Surtout s'ils sont des randonneurs expérimentés, comme l'étaient Alex et Karen, qui avaient donc déjà effectué de nombreuses randonnées dans les montagnes Cascades. Au 3e jour des recherches, la zone avait été étendue à 8 km. 40 personnes participaient désormais à l'opération, y compris des spécialistes du sauvetage en montagne. Ils ont passé au peigne fin chaque ravin, chaque crevasse, vérifié les cabanes abandonnées et les anciennes Bollight Mines. Et puis, ils ont trouvé le premier indice. Tom Harris, un bénévole, a fouillé une zone forestière dense à 5 km au nord-est du campement. Le terrain était difficile, pente raide, arbres peu tombés, sous-bois épais. C'était une zone qui avait déjà été inspectée le 2e jour des recherches. À environ 2 mètres de hauteur, enroulée autour d'une grosse branche d'un vieux sapin, était suspendue une veste pour homme, bleu foncé, en polaire. Dans la poche intérieure se trouvait la clé d'une Honda Civic de 1988, la voiture d'Alex. La veste était suspendue comme si elle avait été délibérément attachée à la branche. Il n'y avait aucune déchirure, ni marque à l'endroit où elle s'était accrochée à l'écorce. Le tissu était propre, sans saleté ni feuilles. Harris a immédiatement appelé ses supérieurs. La zone a été bouclée et des photos ont été prises. Une recherche minutieuse a commencé dans un rayon de 200 mètres autour de la découverte. 1 kilomètre plus bas sur la pente, ils trouvèrent un deuxième objet, la moitié d'un jean pour femme, exactement la moitié. La jambe avait été soigneusement déchirée le long de la couture, de la taille au genou. Le tissu semblait usé, comme s'il avait été traîné sur le sol pendant longtemps. Aucune trace de sang, aucun autre vêtement, aucun signe indiquant que quelqu'un était passé par là. Les recherches se sont poursuivies pendant 1 semaine supplémentaire. Chaque mètre carré dans un rayon de 11 km a été inspecté. Un hélicoptère, des caméras thermiques et des chiens supplémentaires ont été mobilisés. Le résultat fut nul. L'affaire a été officiellement classée 1 mois plus tard avec la mention « Disparition suite à un accident dans la nature ». Les familles ont reçu des condoléances standards et la recommandation d'engager un détective privé si elles souhaitaient poursuivre les recherches. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 1 an plus tard, le garde forestier Thorns a reçu un appel téléphonique anonyme. Une voix masculine, clairement locale d'après son accent, lui a donné les coordonnées d'un endroit situé à 16 km du lac Ozette. Il a dit qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le sol, à cet endroit. Thorns est allé vérifier. L'endroit était situé au cœur de la forêt, où les touristes s'aventurent, rarement. Il s'agissait d'une petite clairière, entourée de vieux cèdres. Dans la clairière, se trouvait une parcelle de terre d'environ 3 mètres carrés, où l'herbe ne poussait pas. Le sol était sombre, comme brûlé, mais il n'y avait aucune trace d'incendie. Thorns a prélevé des échantillons de sol et les a envoyés au laboratoire. Les résultats ont montré une acidité accrue, mais aucune toxine ni aucun produit chimique. Un biologiste de l'Université de Washington a expliqué ce phénomène comme un processus naturel de décomposition organique. Mais Thorns remarqua un autre détail. Tout autour de la zone brûlée, dans le sol meuble de la forêt, il y avait des empreintes. Elles n'étaient ni humaines, ni celles d'un animal connu. Elles étaient rondes, d'environ 6 pouces de diamètre,
avec 5 rainures profondes sur le pourtour. C'était comme si quelque chose de grand et de lourd s'était tenu là, appuyé sur des membres griffus. Thorns fit des moulages en plâtre, mais ne les enregistra officiellement nulle part. Au cours de l'hiver de la même année, des rapports ont commencé à arriver de la part des habitants locaux. Un fermier de la ville de Forks a déclaré que son bétail était agité la nuit. Les vaches se blottissaient les unes contre les autres et les chevaux refusaient de sortir dans les pâturages éloignés. Un chasseur a trouvé un cerf mort dans la forêt. L'animal était couché sur le dos, comme s'il avait été soigneusement déposé là. Aucune blessure, aucune trace de prédateur. Un vétérinaire de Port Angeles a pratiqué une autopsie sur un animal mort d'un arrêt cardiaque. Un mâle de 2 ans en bonne santé. Un autre chasseur a signalé des bruits étranges dans la forêt. Pas des grognements, pas des hurlements, mais plutôt comme un bourdonnement à basse fréquence que l'on ressent davantage avec le corps qu'avec les oreilles. Le bruit a duré plusieurs minutes, puis s'est arrêté. Thorns a lancé sa propre enquête non officielle. Il a étudié des cartes et comparé tous les rapports. Une image intéressante s'est dégagée. Tous les incidents se sont produits dans un rayon de 25 km autour du lac Ozette. Tous la nuit. Tous dans des zones où les gens se rendent rarement. Thorns a contacté ses collègues d'autres parcs nationaux. Il s'est avéré que des cas similaires de disparition de touristes avaient été enregistrés à Olympic tous les 2 ou 3 ans. Toujours des couples ou des petits groupes. Toujours sans laisser de traces. Toujours avec des effets personnels retrouvés dans des endroits inattendus. Quelques jours plus tard. Ces cas étaient consignés, mais jamais compilés dans des statistiques globales. Personne ne cherchait à dégager des tendances. En 2008, Thorns a été muté dans un autre parc. Officiellement, c'était à sa demande. Officieusement, c'était après qu'il eut tenté de soulever la question des disparitions systématiques lors d'une réunion de la direction du service des parcs. Il a été remplacé par un garde forestier qui suivait strictement les instructions et ne posait pas de questions inutiles. La dernière fois que l'on se souvint de l'affaire Winter et Mills, c'était en 2011. Un groupe d'étudiants en biologie de Seattle menait des recherches dans la région du lac Ozette. L'un d'entre eux, Dave Connor, était resté à la traîne du groupe pendant qu'il étudiait des échantillons de sol. Quand ils se rendirent compte de sa disparition, ils se lancèrent à sa recherche. Ils le retrouvèrent 6 heures plus tard, à 5 km de l'endroit où il était censé se trouver. Connor était assis au pied d'un grand cèdre, le regard fixe, insensible aux voix. Il a été transporté à l'hôpital de Port Angeles. Physiquement, il allait au bien, mais il a été incapable de parler de manière cohérente pendant plusieurs jours. Lorsqu'il a retrouvé l'usage de la parole, Connor a raconté une histoire étrange. Il a dit qu'il étudiait des échantillons de mousse lorsqu'il a entendu un bruit, grave, vibrant, comme s'il venait du sous-sol. Puis, il y a eu une odeur, douceâtre, putride, mais pas comme celle de la décomposition. Connor s'est dirigé vers la source de l'odeur. Ses souvenirs s'arrêtent là. La seule chose dont il se souvient ensuite, c'est d'être assis sous un arbre, entouré de sauveteurs. Un examen médical n'a révélé aucune blessure ni exposition à des produits chimiques. Un psychiatre a diagnostiqué une amnésie dissociative temporaire, probablement causée par le stress, lié au fait de s'être perdu. Mais certains détails n'ont pas été mentionnés dans le rapport officiel. Les vêtements de Connor étaient propres, comme s'ils venaient d'être lavés. Ses bottes étaient exemptes de saleté, alors qu'il avait passé 6 heures dans la forêt. Il n'y avait aucune égratignure due à des branches ou à des insectes sur ses mains ou son visage. Et encore une chose. Lorsque Connor a été retrouvé, un bol en métal se trouvait à côté de lui. Il était exactement identique à celui qu'Alex Winter et Karen Mills utilisaient pour leur repas. Le bol a été saisi comme preuve, mais 1 semaine plus tard, il a disparu du dépôt. L'explication officielle était une erreur de catalogage.
Dave Connor a obtenu son diplôme universitaire et est devenu écologiste en Californie. Il refuse de répondre aux questions concernant cette journée. L'affaire Winter et Mills reste officiellement ouverte, mais les recherches actives ont été interrompues en 2007. Les documents ont été transférés aux archives et classés pour 20 ans, conformément aux instructions internes du service des parcs nationaux. Le lac Ausey est toujours très prisé des touristes. Chaque année, des centaines de personnes y installent leur campement. La plupart rentrent certis chez eux avec les impressions habituelles d'un séjour dans la nature. Mais les gardes forestiers locaux connaissent une règle qui ne figure dans aucun manuel d'instruction. Si des touristes signalent un faible bourdonnement dans la forêt ou une étrange odeur sucrée, ils sont immédiatement transférés vers d'autres campings, loin de la rive nord du lac. Les familles d'Alex Winter et de Karen Mills attendent toujours des réponses. Les détectives privés qu'elles ont engagés n'ont rien trouvé de nouveau. Cette affaire reste l'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire du parc national olympique. Ce qui est arrivé au jeune couple cette nuit de septembre 2006 est un secret que le service des parcs préfère garder. Le 3 mai 2009, un homme a disparu dans le parc national des Arches. 4 jours plus tard, ses effets personnels ont commencé à réapparaître dans des endroits où il n'aurait jamais pu se trouver. Les recherches ont duré 2 semaines et n'ont donné aucun résultat. Travis Howell semblait s'être évaporé dans le désert, ne laissant derrière lui que des questions sans réponse. Travis Howell travaillait comme ingénieur-concepteur pour une entreprise de construction à Denver. Il avait 36 ans, était divorcé et n'avait pas d'enfant. Ses collègues le décrivaient comme une personne fiable et méthodique qui ne prenait pas de décisions spontanées. En 10 ans de travail, il n'avait jamais été en retard à une réunion et avait toujours prévenu à l'avance de ses projets. Le 1er mai, il a pris 1 semaine de vacances. Il a dit à sa secrétaire qu'il partait faire une randonnée en solo dans l'Utah et qu'il serait de retour dans 7 jours. Il n'a pas précisé l'itinéraire, mais a mentionné le parc national des Arches. Howell est arrivé au parc tôt le matin du 2 mai. Il s'est inscrit au camping Devil's Garden et s'est vu attribuer l'emplacement numéro 43. Le gardien Jim Kelly se souvient de son inscription. Un homme d'âge moyen, aux tempes grisonnantes, soigné et poli. Il s'est renseigné sur la difficulté des sentiers et l'heure de fermeture du centre d'accueil. Les 2 premiers jours se sont déroulés sans incident. Les voisins du camping ont vu Howell le matin. Il se levait tôt, préparait du café sur un réchaud portable et étudiait une carte de la région. Il avait l'air d'un randonneur expérimenté, avec un équipement de haute qualité et un comportement confiant. Le matin du 4 mai, il s'est approché de la tente de la famille Johnson, originaire d'Arizona. Il leur a dit qu'il prévoyait de marcher jusqu'à Double Eau Arch, un itinéraire touristique populaire d'environ 5 km. Il leur a demandé de surveiller ses affaires s'il ne revenait pas dans la soirée. Il était 8 heures du matin. L'itinéraire menant à Double Eau Arch est considéré comme modérément complexe. C'est un sentier bien balisé, très apprécié des touristes. En moyenne, l'aller-retour prend 4 heures, pause photo comprise. Le temps était parfait ce jour-là. Ciel dégagé, température d'environ 20 degrés et pas de vent. Howell devait être de retour à 14 heures. À 16 heures, les Johnson ont commencé à s'inquiéter. À 18 heures, ils ont prévenu le garde forestier. Les recherches ont commencé à 19 heures. 2 gardes forestiers ont parcouru à pied tout le trajet jusqu'à Double Eau Arch et sont revenus avec des lampes de poche. Aucun signe de Howell. Le sentier était sec et les traces qui s'y trouvaient étaient mélangées à celles des nombreux touristes
qui était Yando passé pendant la journée. Le lendemain, les opérations de recherche ont été élargies. 8 gardes forestiers, 4 volontaires de l'équipe locale de recherche et de sauvetage et 2 spécialistes de l'escalade ont ratissé non seulement la route principale, mais aussi les embranchements latéraux, les ravins et les niches rocheuses. La zone de recherche couvrait 8 km² autour du sentier menant à Double Eau Arch. Il s'agissait d'un terrain rocheux et désertique, typique de cette partie de l'Utah. Des falaises de grès rouge, des buissons clairsemés, une végétation minimale. Le terrain était dégagé, ce qui rendait difficile de s'y cacher. La première découverte a été faite le 2e jour des recherches. Le garde forestier Martin Flynn a inspecté une zone située à 2 km du sentier principal. Sous un petit rebord rocheux se trouvait une bouteille d'eau en plastique et un portefeuille en cuir noir. La bouteille était à moitié vide. Il y avait des empreintes digitales sur l'étiquette qui ont ensuite été confirmées par des experts comme appartenant à Howell. Le portefeuille contenait un permis de conduire, des cartes de crédit et 130 livres sterling en espèces. Tout était là, sans aucun signe de vol. Ce qui était étrange, c'était l'emplacement des objets. Ils se trouvaient sous un rebord à l'écart des sentiers, battus. Pour y arriver, il fallait délibérément quitter la route et marcher sur un terrain rocheux, accidenté. On ne sait pas pourquoi un randonneur expérimenté aurait voulu se rendre à cet endroit. Flynn examina attentivement le lieu de la découverte. Les rochers environnants étaient arides, sans trace de sang ni de lutte. Il n'y avait aucune empreinte de pas dans le sable. La corniche était haute d'environ 3 mètres, mais il n'y avait aucun signe de chute. Les objets étaient soigneusement disposés, comme s'ils avaient été placés là délibérément. Les recherches se sont poursuivies avec une énergie redoublée. Le lieu de la découverte est devenu le nouveau centre de la zone de recherche. Chaque crevasse et chaque grotte dans un rayon d'1 kilomètre ont été inspectées. Des chiens pisteurs ont été amenés de Salt Lake City. Les chiens ont suivi la piste à partir de l'endroit où le portefeuille a été trouvé, mais l'ont perdu après 300 mètres. Rien de plus. C'était comme si l'homme avait atteint un certain point et avait disparu. Au 4e jour des recherches, une 2e découverte fut faite. Sarah Connelly, une bénévole, fouilla une zone située à 3 km au nord de l'endroit où le portefeuille avait été trouvé. L'endroit était encore plus isolé, rarement fréquenté par les touristes. Dans un petit creux, entre des rochers rouges, sur du sable fin, gisait une paire de lunettes de soleil. Les lunettes étaient en parfait état. Les verres étaient propres, sans rayures, et la monture était intacte. Elle semblait avoir été retirée et soigneusement posée, là. Les empreintes digitales de Howell ont été trouvées sur les branches. Connelly a soigneusement examiné l'endroit où elles ont été trouvées. Le sable autour des lunettes était lisse, sans marque. Les rochers les plus proches ne présentaient aucune rayure ou éraflure pouvant indiquer que quelqu'un avait grimpé ou était tombé. Les lunettes se trouvaient exactement au centre d'une petite zone sablonneuse, comme si elles avaient été placées là délibérément. La distance entre les 2 découvertes était de 3 km en ligne droite, à travers un terrain rocheux, accidenté. À pied, ce trajet prendrait au moins 1 heure pour une personne en bonne condition physique. Mais pourquoi Howell aurait-il besoin de se rendre dans des endroits aussi reculés? Le chef des opérations de recherche, Dan McCarthy, a admis par la suite que le tableau ne collait pas. Un randonneur expérimenté ne laisse pas ses effets personnels dans des endroits aléatoires. Surtout un portefeuille et des lunettes, des objets sans lesquels il est impossible de poursuivre la randonnée. Au 7e jour des recherches, la zone avait été étendue à 16 km². Un hélicoptère, du matériel d'imagerie thermique et des spécialistes supplémentaires ont été mobilisés. Le résultat est resté le même. Aucune trace de Howell lui-même.
Tous les hôpitaux situés dans un rayon de 300 km ont été vérifiés. Sa famille et ses collègues, à Denver, ont été contactés, mais personne n'avait eu de nouvelles de Howell. Ses cartes de crédit n'avaient même pas été utilisées et son téléphone portable était éteint. Le 10e jour, des spécialistes des cavités souterraines se sont joints aux recherches. La région des Arches est connue pour ses grottes cachées et ses dolines dans le grès. Peut-être Howell était-il tombé dans une crevasse inconnue. Des spéléologues ont exploré toutes les grottes connues dans un rayon de 8 km autour du lieu de la disparition. Ils ont utilisé un équipement spécial pour rechercher des cavités cachées. Ils ont trouvé plusieurs petites grottes qui n'étaient pas indiquées sur les cartes, mais toutes étaient vides. Au bout de 2 semaines, les recherches officielles ont été interrompues. L'affaire a été reclassée comme disparition dans des circonstances inexpliquées. Howell a été déclaré disparu. La famille a engagé un détective privé de Denver. Le détective Robert White a mené sa propre enquête, interrogé tous les témoins et étudié la zone. Ses conclusions n'étaient pas différentes de celles des autorités. L'homme avait disparu sans laisser de traces. White a remarqué un détail qui avait été omis dans le rapport officiel. Les Johnson ont mentionné que le matin du 4 mai, avant de partir pour sa tournée, Howell avait reçu un appel téléphonique. Il a parlé à voix basse et la conversation a duré plusieurs minutes. Après l'appel, il semblait inquiet. Les lire et relevés téléphoniques ont montré un appel entrant à 7 heures du matin, provenant d'un numéro enregistré sous un nom inexistant. Le numéro a été déconnecté le lendemain de la disparition de Howell. L'opérateur de téléphonie mobile n'a pas été en mesure de fournir d'informations supplémentaires sur le propriétaire. C'est le seul détail mystérieux de l'affaire. Tout le reste ressemblait à une disparition normale dans la nature, à l'exception de l'emplacement étrange des objets retrouvés. 1 an plus tard, des équipes de recherche bénévoles ont fait une nouvelle tentative. Elles ont étendu la zone de recherche à 25 km² et ont utilisé de nouveaux équipements. Le résultat a été le même. Rien. En 2011, un autre touriste a disparu dans la même région. Michael Turner, 42 ans, originaire du Colorado, est également parti en randonnée seul et n'est pas revenu. Ses effets personnels ont été retrouvés à 3 endroits différents, distants de plusieurs kilomètres. Turner lui-même n'a pas été retrouvé. L'administration du parc n'a fait aucun commentaire sur un éventuel lien entre ces 2 affaires. Officiellement, chaque disparition est traitée comme un incident distinct. En 2015, un message d'un utilisateur anonyme est apparu sur l'un des forums destinés aux amateurs de randonnée. L'auteur affirmait avoir travaillé comme garde forestier à Arches pendant la période de la disparition de Howell. Il a écrit au sujet de découvertes étranges qui n'étaient pas mentionnées dans les rapports officiels. Selon cet utilisateur anonyme, les gardes forestiers ont trouvé des traces d'un campement dans la zone où les lunettes de Howell ont été retrouvées. Il y avait un cercle formé par un feu de camp, de l'herbe piétinée et des traces de tentes. Cependant, cet endroit n'était pas indiqué comme site de camping autorisé sur les cartes officielles. Le message a été supprimé quelques heures plus tard. L'administration du parc a déclaré ne disposer d'aucune information sur ces découvertes. L'affaire Travis Howell reste ouverte. Son nom a été ajouté à la liste des personnes disparues dans les parcs nationaux, une liste qui comprend des centaines de noms. Le chemin menant à Double Eau Arch est toujours très fréquenté par les touristes. Des dizaines de personnes l'empruntent, chaque jour. La plupart reviennent avec les impressions habituelles de la beauté des paysages désertiques. Mais parfois, les touristes signalent donc des découvertes étranges dans des zones reculées du parc. Des effets personnels dans des endroits où ils ne devraient pas se trouver. Des traces de campement là où le camping est interdit. Les gardes forestiers reçoivent régulièrement de tels signalements
mais ils ne sont pas officiellement enregistrés. Ce qui est arrivé à Travis Howell le 4 mai 2009 reste un mystère. La seule chose dont on soit certain, c'est qu'il a quitté le camp en bonne santé ce jour-là et qu'il n'a jamais été revu. Le désert garde ses secrets. Dans les labyrinthes de pierres infinies d'Arches, il est facile de perdre non seulement son chemin, mais aussi toute trace de civilisation humaine. C'est peut-être ce qui est arrivé à cet ingénieur de Denver qui, un matin, a décidé de se promener jusqu'à la pittoresque arche et a disparu à jamais. Scott Myers est allé à la rivière pour se laver le visage et n'est jamais revenu. Ses traces s'arrêtaient au bord de l'eau, et 1 heure plus tard, sa chemise à bédon a été retrouvée sur une branche à 300 mètres en amont. Les plongeurs ont cherché le corps pendant 2 semaines, mais n'ont rien trouvé. Dans la rivière calme de l'été, profonde d'1,5 mètre, l'homme a disparu sans laisser de traces. Scott Myers travaillait comme directeur commercial pour une entreprise de construction à Baltimore. Il avait 42 ans, était marié et avait 2 enfants adolescents. Chaque été, il partait en randonnée avec son jeune frère Dan et son fils. Cette fois-ci, ils avaient choisi le parc national de Shenandoah en Virginie. Ils ont installé leur campement au numéro 27 du terrain de camping de Big Meadows dans la soirée du 21 juillet. Ils avaient prévu d'y passer 3 jours pour explorer les sentiers environnants. Le temps était excellent, clair, chaud et sans pluie. Le matin du 22, ils ont fait une randonnée jusqu'aux chutes Dark Hollow. Scott semblait de bonne humeur, plaisantant avec son neveu et prenant des photos du paysage. Le soir venu, ils sont rentrés au campement fatigués, mais satisfaits. Après le dîner, vers 20h, Scott a dit qu'il voulait descendre à la South Fork Shenandoah River. Leur campement se trouvait à environ 1 demi-kilomètre de la rive. Il a essayé de se laver après une longue journée de randonnée. Son frère lui a proposé de l'accompagner, mais Scott a refusé, disant qu'il serait rapide et reviendrait bientôt. Dan Myers se souvient de l'heure exacte, 18h17. Scott a pris une serviette, du savon et a enfilé des tongs en caoutchouc. Le soleil n'était pas encore couché et la visibilité était bonne. Le sentier menant à la rivière était facile, bien tracé, sans passage difficile. 1 demi-heure s'écoula. Dan commença à s'inquiéter. Scott était un homme ponctuel et les prévenait toujours s'il devait être en retard. À 21h, son inquiétude s'était transformée en alarme. Dan et son fils se rendirent à la rivière pour chercher son frère. Le chemin était clairement visible dans les rayons du soleil couchant. Il n'y avait aucun obstacle, aucun endroit où l'on pouvait se perdre ou tomber. Au bord de la rivière, ils trouvèrent les tongs de Scott. Les 2 tongs en caoutchouc se trouvaient sur les galets peu profonds, au bord de l'eau. L'une était debout, l'autre était couchée sur le côté, comme si elle avait été jetée à la hâte. Une serviette et un savon gisaient à proximité. Dan appela son frère à voix haute. Sa voix résonna dans la vallée tranquille, mais il n'y eut aucune réponse. À cet endroit, la rivière était calme, profonde d'environ 1,5 mètre, avec un courant lent. La visibilité dans l'eau était bonne. Le fond était visible sur toute sa profondeur. Il n'y avait aucun signe de Scott dans l'eau. À 21h30, Dan a appelé les gardes forestiers. Le garde forestier de service, Thomas Krieg, est arrivé 20 minutes plus tard. Il a examiné les lieux, interrogé les témoins et immédiatement lancé les recherches. Les premières de recherche furent menées à l'aide de lampes de poche. Ils fouillèrent les berges en amont et en aval sur 1 kilomètre dans chaque direction. Ils éclairèrent l'eau, vérifièrent les buissons et examinèrent les endroits où une personne aurait pu glisser et tomber. Il n'y avait aucun signe de lutte sur la berge. Les cailloux étaient intacts, à l'exception de l'endroit où se trouvait l'ardoise.
Il n'y avait aucune empreinte de pas dans la terre meuble au bord de l'eau. Le lendemain matin, les recherches ont été élargies. Des gardes forestiers supplémentaires, des bénévoles et des chiens pisteurs ont été appelés en renfort. Les chiens ont suivi la piste depuis le campement, ont atteint l'endroit où l'ardoise avait été trouvée, puis l'ont perdue au bord de l'eau. 1 heure après le début des recherches, ils ont fait une découverte. À 300 mètres de l'endroit où se trouvait l'ardoise, elle trouva une chemise sur une branche de saule basse. C'était la chemise bleue à manches courtes en coton que Scott portait ce soir-là. La chemise était suspendue à environ 1 mètre au-dessus de l'eau. On aurait dit qu'elle avait été emportée par le courant et s'était accrochée à la branche. Le tissu était humide, mais pas trempé. Trouver la chemise en amont semblait logique, en supposant que Scott était tombé à l'eau et avait été emporté par le courant. Mais cette version posait plusieurs problèmes. Tout d'abord, le courant à cet endroit était très faible. La rivière coule lentement, sans rapide ni tourbillon. Une personne consciente aurait facilement pu rejoindre la rive, ou au moins s'agripper à quelque chose. Deuxièmement, si Scott avait été emporté en aval, comment la chemise s'était-elle retrouvée au-dessus de l'endroit où il était tombé à l'eau? Le capitaine Robert Stills, responsable des opérations de recherche, a fait appel à des plongeurs de Richmond, les CPIA. Spécialistes ont minutieusement examiné le lit de la rivière sur 3,5 km en amont et en aval du lieu de la disparition. Le lit de la rivière était principalement sableux, avec quelques zones rocheuses. La profondeur varie entre 1 demi-mètre et 2 mètres. Il n'y a pas de fosse mais profonde, où un corps pourrait se coincer. Il n'y a pas d'obstacle, ni de débris, sous l'eau. Les plongeurs n'ont rien trouvé. Au 4e jour des recherches, il est devenu évident que les méthodes standards ne fonctionnaient même pas. Un hélicoptère a été affrété pour effectuer des recherches aériennes. La zone dans un rayon de 8 km autour du lieu de la disparition a été inspectée. Le pilote a signalé plusieurs objets d'eau suspects dans la forêt. Cependant, une vérification au sol a montré qu'il s'agissait d'arbres tombés et de formations naturelles. Le 6e jour, des spéléologues se sont joints aux recherches. La région de Shenandoah compte de nombreuses grottes calcaires, dont certaines sont reliées à des cours d'eau souterrains. Les spéléologues ont exploré toutes les grottes connues dans un rayon de 5 km. Ils ont trouvé plusieurs petites cavités, mais toutes étaient molles sèches et n'avaient aucun lien avec la rivière. Au bout d'1 semaine, les recherches officielles ont été interrompues. L'affaire a été classée comme une noyade, même si le corps n'a pas été retrouvé. La famille n'était pas d'accord avec la version officielle. Linda, la femme de Scott, a engagé des plongeurs privés. Ils ont effectué une inspection plus détaillée du lit de la rivière à l'aide de détecteurs de métaux et de caméras sous-marines. Le résultat était le même. Rien. Le détective privé David Clark a étudié tous les dossiers de l'affaire. Un détail a attiré son attention. Le rapport officiel mentionnait la présence de poils de chien sur la chemise trouvée sur la branche. Les Myers n'avaient pas de chien. De plus, aucun touriste accompagné d'un gros chien n'était enregistré au camping pendant ces jours-là. L'origine des poils restait incertaine. Clark a interrogé d'autres vacanciers qui se trouvaient dans le parc à ce moment-là. Une famille originaire d'un État voisin a mentionné avoir vu un homme avec un gros chien de race inconnue près de la rivière tôt le matin du 23 juillet. Mais il ne se souvenait d'aucun détail. Cet homme n'a jamais été identifié. En 2014, une touriste a disparu dans la même zone du parc. Maria Gonzalez, originaire de Washington, s'était rendue à la rivière pour chercher de l'eau et n'était pas revenue. Ses effets personnels ont été retrouvés sur la rive, mais pas son corps. Les plongeurs n'ont à nouveau rien trouvé. L'administration du parc ne fait aucun commentaire sur le lien éventuel entre ces deux affaires. Chaque disparition est considérée séparément. Dan Myers
se rend toujours à Shenandoah chaque année à la date anniversaire de la disparition de son frère. Il se rend à cet endroit près de la rivière et y dépose des fleurs. Il espère trouver de nouveaux indices ou obtenir des réponses. Parfois, une personne peut disparaître dans les endroits les plus ordinaires. Une rivière calme, un chemin bien tracé, un temps clair. Et pourtant, il n'y a toujours que des questions sans réponse. Où que vous soyez en écoutant cette histoire, rappelez-vous, la nature n'est pas toujours prévisible, même lorsqu'elle semble sûre. C'est tout pour le moment, mes amis. Donnez un pouce vers le haut si vous avez trouvé cela intéressant. Laissez vos commentaires et rendez-vous dans la prochaine vidéo.